Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne un peu tous, j'ai l'impression, la communication dans le couple. Ah oui, vaste sujet. Exactement. Et pour ça, on a épluché pas mal de documents, des conseils très concrets d'assureurs comme Beneva, des analyses de psychologues, Yvon Dallaire, le docteur Versailles, des chiffres du Pew Research Center, des guides de thérapie. Bref, on a de quoi discuter. Mhm. Et pour démarrer, une petite question tirée d'une source. Pas toujours évident de bien communiquer avec son partenaire de vie. Ben non, c'est clair. C'est un peu le défi qu'on va essayer de décortiquer ensemble, voir un peu les blocages habituels et surtout trouver des pistes pour que ça coule mieux, quoi, pour une communication plus épanouissante. C'est vraiment au cœur de beaucoup de choses. On le voit bien, les problèmes de communication, c'est souvent la raison numéro un pour laquelle les couples vont consulter. Plusieurs de nos sources le disent, psychologue.net, Dallaire, Ah oui, oui, carrément, la raison numéro un. souvent, oui. Et l'idée, c'est pas juste de se dire « faut parler plus », c'est plutôt, chercher à vraiment se comprendre, à garder ce lien affectif, cette connexion positive. Beneva insiste pas mal là-dessus aussi. Tout à fait. Bon, alors commençons par la base. La compétence clé qui ressort partout, c'est l'écoute. D'ailleurs, Beneva, leur premier conseil, c'est direct, ayez une bonne écoute. Ça paraît simple dit comme ça. Oui, mais l'écoute active, celle dont parle par exemple Olivier Roustan en s'inspirant de Rogers, c'est autre chose que juste attendre son tour, hein. C'est écouter pour piger ce que l'autre vit, ressent, son univers intérieur. Ne pas couper la parole déjà, comme dit Beneva. Précisément. Et cette écoute active, pour qu'elle fonctionne bien, elle repose sur euh, trois piliers, trois attitudes fondamentales, selon Rogers, reprises par Roustan. D'abord, l'empathie. C'est essayer de voir le monde avec les yeux de l'autre, comme si on était l'autre. Mais attention, Oui, sans se perdre soi-même. voilà, sans perdre ce comme si. C'est une vraie tentative de comprendre sa perspective sans jugement immédiat. Ensuite, il y a la considération positive inconditionnelle. C'est un peu accepter l'autre tel qu'il est, croire en sa valeur, en sa capacité à évoluer. Rogers parlait de tendance actualisante, cette idée qu'on a tous une envie naturelle de grandir. Ça met en confiance, ça. Exactement. Ça favorise un climat où l'autre se sent en sécurité, valorisé. Et le troisième point, c'est la congruence. L'authenticité, quoi. Être aligné entre ce qu'on pense, ressent et dit. Pas de masque. Et concrètement, comment on fait? Alors, une technique clé, c'est la reformulation. Pas juste répéter bêtement, hein, mais refléter ce qu'on a compris. Dire, par exemple, si je comprends bien ce qui te pèse, c'est surtout... Ça permet à l'autre de dire oui, c'est ça, ou de corriger. Ça montre qu'on écoute vraiment. D'accord. C'est une posture, en fait, plus qu'une simple technique. Tout à fait. Mais bon, soyons réalistes, on n'est pas toujours des parangons d'écoute active au quotidien. Comment on communique vraiment? Les sources comme Outils Psy ou ANAC parlent de différents styles assez typiques. Oui, on peut distinguer en gros trois styles principaux. Le style passif. Là, on a tendance à faire passer l'autre d'abord. On évite le conflit, quitte à ravaler ses propres émotions, ses opinions. La peur de déplaire un peu? C'est ça. À l'opposé, t'as le style agressif. Là, c'est mes besoins d'abord, sans trop tenir compte de l'autre. Ça peut passer par des critiques, des reproches, un ton assez dur. Parfois, ça cache une faible estime de soi d'ailleurs. Et puis, il y a le style assertif. C'est l'équilibre en fait. Savoir exprimer ses besoins, ses sentiments, ses idées, clairement, calmement, mais en respectant l'autre. C'est ce style qui nourrit des relations saines. Faut aussi mentionner la manipulation qu'Anna canalise bien. C'est quand on essaye d'obtenir quelque chose sans être sincère en jouant sur les émotions. Ah, l'assertivité, voilà. Ça me fait penser au conseil de Beneva. Le hashtag 4, parler au jeu. Dire je me sens triste quand, plutôt que tu es égoïste. Exactement. Ou le hashtag 7, éviter la critique non constructive. Proposer j'aimerais qu'on trouve une solution pour les tâches plutôt que tu fous jamais rien. C'est exprimer son truc sans attaquer. C'est l'application directe de l'assertivité, oui. Ok, donc on a l'idéal, écoute, assertivité, mais bon, on sait tous que ça peut déraper sévère, hein. Une source graine de cœur parle des 4 cavaliers de l'apocalypse de Gottman. Des trucs qui, selon lui, prédisent carrément l'échec d'une relation. Ça fait un peu flipper, non? Oui, la métaphore est forte, mais c'est pour marquer le coup sur des dynamiques vraiment destructrices. Le premier cavalier, c'est la critique. Attention, c'est pas la petite plainte, la poubelle est pleine, c'est l'attaque sur la personne. Tu es tellement négligent. Ah oui, la différence est importante. L'antidote, selon Gottman, c'est d'y aller plus doucement. Utiliser le jeu, décrire la situation sans accuser, dire ce qu'on ressent et ce dont on a besoin. Genre, quand j'ai vu ça,
observation. Je me suis senti un peu dépassé. Sentiment, j'ai besoin qu'on soit une équipe là-dessus. Besoin. Comme on pourrait faire. Demande. Le deuxième est celui qui est considéré comme le pire, c'est le mépris. Là, on est dans le sarcasme, le cynisme, les insultes, rouler des yeux, se moquer. Oui, C'est rabaisser l'autre, lui montrer qu'on se sent supérieur. L'antidote, c'est pas juste d'arrêter le mépris, c'est de construire activement une culture d'appréciation dans le couple. Exprimer de la gratitude, remarquer le positif. facile à dire, hein, mais cultiver la gratitude quand on est super énervé. C'est un effort conscient, c'est sûr, mais c'est un investissement. Le troisième cavalier, c'est la contre-attaque. La défense réflexe, quoi. On répond à un reproche par un autre reproche. Ah ouais, j'ai oublié ça, et toi t'as pensé à? Ou alors on joue la victime. Classique. L'antidote, c'est d'arriver à reconnaître sa part de responsabilité, même si elle est petite. Juste dire « oui, t'as raison sur ce point, je suis désolé ». Ça désamorce énormément. Et le dernier, c'est l'évitement. Le mur de pierre, stonewalling. C'est quand l'un des deux se ferme comme une huître, refuse la discussion, se tait ou même quitte la pièce. Ça coupe tout, là. Exactement. L'antidote, c'est pas de forcer la discussion, mais de savoir faire une pause, se mettre d'accord pour arrêter, prendre chacun un moment pour se calmer. Gottman dit au moins 20 minutes pour que le corps redescende et prévoir de reprendre plus tard à froid. Ces cavaliers et leurs antidotes, ça rejoint d'autres conseils de Beneva. Le hashtag 2, dire les choses vite pour pas que ça s'accumule. Le hashtag 5, un sujet à la fois, pas ressortir les vieux dossiers. Mhm. Et le hashtag 6, essayer de voir le point de vue de l'autre, reconnaître ses torts. Ça demande une sacrée maîtrise quand même. Absolument. Et parfois, ces dynamiques sont un peu teintées par des tendances générales observées entre hommes et femmes. Yvon Dallaire, par exemple, il note, bon, c'est une généralité, hein, Oui, attention aux clichés. voilà. Mais il observe une tendance chez les femmes à avoir un besoin plus marqué, de parler des émotions pour se sentir connecté, aimé. Partager ce qu'on pense, ressent, ça nourrit le lien. Et d'un autre côté, il observe toujours en tendance que la communication masculine serait parfois plus factuelle, orientée solution, info pratique, argumentation, moins de parler pour parler. Il dit même que certains hommes pourraient avoir tendance à moins communiquer sur l'intime avec le temps. Dallaire cite même Duras, les femmes jouissent d'abord par les oreilles. Ah oui, l'importance de la parole pour la séduction, le lien. C'est ça. Mais encore une fois, Dallaire insiste. Ce sont des tendances, pas des règles absolues. Il y a plein d'exceptions. L'intérêt, c'est pas de mettre les gens dans des boîtes, Non, bien sûr. mais plutôt de comprendre que parfois, les malentendus viennent d'attentes différentes. L'une cherche peut-être du soutien émotionnel, l'autre propose direct une solution. Juste savoir que ce décalage peut exister, ça aide à être plus compréhensif. D'accord, je vois. C'est une clé de lecture possible. Mais la communication, c'est pas que les mots. On a parlé d'écoute, mais le corps, lui, raconte quoi? Benevaldi le dit bien. Observez le non-verbal. Conseil #8. Ah, mais c'est fondamental. Une source, monpsychothérapeute.com, rappelle les études de Merabion, bon, parfois un peu surinterprétées, mais l'idée est là, Oui, qui suggérait que pour exprimer un sentiment, le langage corporel, gestes, posture, visage, compterait pour 55%, le ton de la voix 38% et les mots seulement 7%. que 7%. C'est fou. Dans ce contexte émotionnel précis, oui. Même si on débat des chiffres exacts, ça montre bien la puissance du non-verbal. Les éléments clés, le contact visuel. Ça montre la tension, ça crée de l'intimité. Ou au contraire, le regard fuyant. La posture, ouverte, penchée vers l'autre, c'est l'accueil. Fermée, bras croisés, en retrait, ça peut être le malaise, le désaccord. Les expressions du visage, évidemment. Le sourire, les sourcils froncés, la mâchoire crispée. Même les micro-expressions, ces trucs hyper rapides et involontaires, ça dit beaucoup. Et le ton de la voix. Doux, sec, tremblant. L'important, comme dit Bereneva, c'est que tout ça soit cohérent. Que le corps dise la même chose que les mots. Et puis, il y a ce phénomène fascinant, la synchronisation comportementale. Rousnotte et psychothérapeute.com en parlent. C'est quand, sans s'en rendre compte, on se met à imiter un peu les gestes, la posture, le rythme de l'autre. Ah oui, comme un miroir. Exactement. C'est souvent un signe qu'on est connecté, en phase, en empathie. Une mesure de l'harmonie en quelque sorte. Et ça nous ramène à la congruence, l'alignement entre ce qu'on dit, comment on le dit et ce que notre corps montre. C'est incroyable tout ce qu'on communique sans même parler. Mais aujourd'hui, il y a une autre dimension qui s'ajoute, la technologie. On a des chiffres du Pew Research Center, bon, ils datent de 2013, mais ils montraient déjà comment ça impactait les couples américains. Qu'est-ce qu'on peut en tirer, Sam? C'est intéressant parce que ça montre les débuts de dynamique qu'on vit à fond aujourd'hui. Déjà en 2013, c'était ambivalent. D'un côté, ça pouvait renforcer le lien, presque un quart des couples s'envoyaient des textos même à la maison. Ah ouais?
Et 1 sur 5 se sentait plus proche grâce aux messages ou aux échanges en ligne. Certains arrivaient même à régler des disputes à distance. Mais de l'autre côté, c'était déjà source de tension. Le truc le plus cité, le partenaire distrait par son téléphone. Déjà 1 sur 4. Ça n'a fait qu'empirer, j'ai l'impression. Probablement. Il y avait aussi des disputes sur le temps passé en ligne, ou le fait d'être agacé par ce que l'autre faisait ou voyait en ligne. Et les plus jeunes, 18-29 ans à l'époque, ressentaient déjà plus tout ça, le bon comme le mauvais. Plus de proximité via la tech, mais aussi plus de distractions, plus d'engueulades sur le temps d'écran. L'étude montrait aussi le partage d'infos, mots de passe, email, agenda, et le sexting qui montait déjà. En gros, cette étude nous dit que l'intrusion de la tech dans l'intime, avec ses plus et ses moins, ça date pas d'hier et ça posait déjà les bases des défis qu'on a aujourd'hui. Ça résonne tellement avec le quotidien, cette tension entre rester connecté à distance et se déconnecter quand on est ensemble. Bon, alors, avec tout ça, l'écoute, les styles, les cavaliers, le non-verbal, la tech, concrètement, comment on peut améliorer les choses? On a parlé d'assertivité, des sources comme Anak et Roustan parlent de la communication non violente, la CNV. C'est quoi exactement? Oui, la CNV, c'est une méthode, une approche structurée proposée par Marshall Rosenberg pour justement pratiquer l'assertivité et l'empathie. L'idée maîtresse, c'est d'arriver à exprimer ses sentiments, ses besoins et faire des demandes claires, mais sans jamais tomber dans le reproche ou le jugement. Pas si simple? Bon, ça demande de l'entraînement. C'est très lié à l'estime de soi, comme le dit Anak. La CNV nous apprend à prendre la responsabilité de nos émotions. Elles ne viennent pas à cause de l'autre, mais parce que nos besoins, besoins de respect, de sécurité, de partage, etc., sont satisfaits ou non. C'est l'image de l'arrosoir interne. On se nourrit soi-même en identifiant et affirmant ses besoins au lieu d'attendre que ça vienne que de l'extérieur. Le processus classique, souvent résumé par OSBD, c'est 4 étapes. 1. Observation. Décrire les faits, juste les faits, sans jugement. Quand je vois la vaisselle dans l'évier, le matin. Ok, neutre. 2. Sentiment. Dire l'émotion que ça provoque en utilisant le je. Je me sens découragé, un peu tendu. 3. Besoin. Identifier le besoin profond qui n'est pas satisfait et qui cause cette émotion. Parce que j'ai besoin d'ordre et de soutien pour me sentir bien ici. C'est là qu'on prend la responsabilité, c'est mon besoin. Ah oui, le lien entre l'émotion et le besoin. 4. Demande. Formuler une demande claire, concrète, positive et surtout négociable. Pas une exigence. Serais-tu d'accord pour qu'on essaie de faire la vaisselle chacun après son repas ou on cherche une autre idée ensemble? Et bien sûr, après, il faut écouter la réponse de l'autre avec la même empathie. Ce OSBD, observation, sentiment, besoin, demande, ça a l'air logique, mais identifier son besoin, là, sur le coup, dans le feu de l'action, ça doit être le plus dur, non? C'est clairement le point qui demande le plus de pratique, oui. Les sources insistent sur l'importance de prendre son temps, de faire une pause si besoin, pour se connecter à soi. Qu'est-ce qui me manque là vraiment? De la reconnaissance, du calme, du respect. C'est un apprentissage. Mais déjà, réussir à formuler l'observation et le sentiment sans accuser, c'est énorme. Et ça rejoint le conseil #9 de Beneva. Trouver un terrain d'entente. La CNV donne un cadre pour ça. C'est une approche qui demande un vrai engagement des deux côtés, j'imagine. Mais mettons que même avec ces outils, l'écoute, la CNV, tout ça, on a l'impression de tourner en rond, que les mêmes disputes reviennent tout le temps. On fait quoi? Bah, c'est souvent là qu'un coup de pouce extérieur peut faire la différence. La thérapie de couple, psychologue.net en parle, Beneva aussi comme dernier recours, ça peut offrir un espace neutre, sécurisé, pour démêler les nœuds. Quand est-ce qu'on sait qu'il faut y penser? Quand la communication est vraiment bloquée, qu'il y a beaucoup de distance, que les conflits sont constants, douloureux, ou après un choc comme une infidélité, une crise importante, l'idée c'est d'aider le couple à mieux communiquer, à comprendre d'où viennent les conflits récurrents, à renforcer l'intimité, parfois à reconstruire la confiance. Il y a différentes approches TCC, centrées sur les émotions, systémiques. Le plus important, c'est de trouver quelqu'un avec qui le couple se sent à l'aise pour travailler. Parfois, juste comprendre certains schémas répétitifs, comme le triangle de Karpman, victime, sauveteur, persécuteur, dont parle Roustan, ça aide déjà à sortir de jeux psychologiques épuisants. Ouf, on a couvert pas mal de terrain. De l'écoute active comme fondation, au style de communication, l'assertivité. On a vu les pièges, les fameux cavaliers, l'importance du non-verbal, l'impact de la technologie, et puis des outils comme la CNV et même l'aide pro. Alors, qu'est-ce qu'on garde de tout ça?
Peut-être que bien communiquer, ça demande du travail, mais c'est possible. C'est pas une fatalité si ça coince. Exactement. La bonne communication dans un couple, c'est pas tellement une question de chance, c'est plus une compétence qui se cultive. Ça demande de la conscience, de l'effort, de l'empathie, vouloir comprendre l'autre, mais aussi se comprendre soi-même, ses propres besoins, ses valeurs, comme le dit Anak. Et bien sûr, du respect mutuel. C'est un peu comme construire des ponts, quoi, au lieu de monter des murs. Et pour laisser nos auditeurs et auditrices avec une petite graine à faire germer, une question pour la route. Au-delà des outils, des sujets qu'on aborde tous les jours, quelle est peut-être la conversation la plus essentielle sur la communication elle-même, sur notre façon de communiquer ensemble, qu'on n'a pas encore eu avec son ou sa partenaire? Juste une idée pour peut-être ouvrir un autre type de dialogue.